4e rencontre avec Christian Vernodon. Christian Vernodon, Yorana. Yorana Michel. Nous nous sommes quittés la semaine dernière sur une note dramatique. Tu avais évoqué les 2 crashs qui ont hélas marqué l'histoire d'Air Tahiti. Tu ne fuis pas le sujet, sur lequel nous allons donc revenir maintenant. Je tiens à parler du dur. Oui, il faut en parler. Les accidents. Ah, bien sûr. Je veux en parler. Maintenant, je suis prêt à en parler. Donc, je vais en parler. D'accord ? Alors, le 18 avril 1991, un Dornier tout neuf. Un Dornier 228, c'est un avion allemand. 6 mois. Il avait 6 mois, cet avion. Il était tout neuf. Il y a une pièce qui a cassé sur un moteur. Même sur un avion tout neuf. Un moteur tout neuf. Il peut arriver qu'il y ait une pièce qui casse. Cette pièce, en cassant, a provoqué l'arrêt d'un moteur. Comme c'est un avion avec 2 moteurs et 2 pilotes, normalement, il ne devait y avoir aucun problème pour aller se poser tranquillement à terre déserte. Et puis voilà, comme c'est arrivé après un certain nombre de fois en 27 ans, que des avions d'Air Tahiti, y compris des ATR, et un moteur qui tombe en panne, où le pire, ça a été au décollage de FAA en 2013, un moteur d'ATR qui a pris feu. Parce qu'il y avait, une fois de plus, c'était un moteur pas vieux du tout et tout, des pièces qui ont cassé, des ailettes qui ont cassé, qui ont perforé la cellule et tout. Et donc, ça a mis le feu. Et après, l'équipage qui a été fabuleux, Monsieur Jamet, a déclenché les extincteurs, mais le feu ne s'est pas arrêté. Il a réussi à ramener, sain et sauf, tous les passagers d'un ATR cette fois. À se poser, malgré le fait que donc voilà, des pièces avaient cassé et qu'un moteur avait pris feu au décollage. Normalement, et il a pu le faire parce qu'il y avait un 2e moteur. Oui. S'il n'avait eu qu'un seul moteur, ils seraient tous morts. Oui. Avec les 48 passagers, ou c'était même peut-être 60 passagers de la Terre 72, ils seraient tous morts. C'est pour ça que c'est d'une irresponsabilité totale, mais totale, absolue, que de faire voler en transport public des passagers sur des avions monomoteurs. C'est une irresponsabilité, mais hallucinante. J'en reviens donc à mon accident des Marquises, du Dornier, tout neuf. Pourquoi après, il n'a pas pu aller se poser normalement ? Parce que malheureusement, dans l'équipage, le commandant de bord n'a pas appliqué ce qu'on lui avait appris à faire, c'est-à-dire à travailler en équipage avec son copilote. Il a voulu gérer tout seul, dans la précipitation, la panne d'un moteur. Et il s'est trompé de côté. Non, il n'a pas du tout mis dans le coup le copilote. Et il s'est trompé de côté, il a coupé le bon moteur. Et à partir de là, il n'y avait plus de moteur. Et là, il a commencé à paniquer. Il a demandé à son copilote, Monsieur Echeverria, rallume le moteur, mais en lui donnant l'indication du moteur, pas celui qu'il avait coupé, l'autre, le mauvais côté. Donc le pauvre copilote qui est mort dans l'accident, il a essayé en vain de redémarrer un moteur, mais il essayait de redémarrer le moteur pour lequel la pièce était cassée, il ne pouvait pas le redémarrer. Voilà. Et donc c'est comme ça que le Dornier, en fait, n'ayant plus de moteur, n'a pas pu aller se poser en altiport sur la piste de terre déserte, qui est quand même en hauteur, et qu'il est allé amérir dans la baie, en dessous. Et l'amérissage s'est passé aussi dans des conditions très mauvaises, puisque le commandant n'avait pas rentré le train d'atterrissage. Et c'est à cause de ça que l'amérissage, au lieu d'être assez doux, a été hyper brutal à cause du train d'atterrissage qui était sorti, et que très rapidement, l'appareil où les passagers
et l'équipage avait été très Secoué. violemment secoué par L'impact. avec le train d'atterrissage sorti, qui a d'ailleurs été la cause de la mort du copilote, qui lui avec cet impact, a frappé devant et donc a eu des blessures dont il est mort. Mais les passagers derrière, ils sont pas morts de l'impact. Ils sont pas noyés. Ils sont morts noyés. Ils sont morts noyés parce que sur la vingtaine de passagers qui étaient derrière, il y en a la moitié qui sont sortis de l'avion, qui sont sortis, avec l'aide d'ailleurs du commandant de bord, qui lui avait réussi à s'extraire et qui est venu les aider à sortir de l'avion. Mais il y a une dizaine qui n'ont pas eu le temps de sortir de l'avion et qui sont morts noyés. Voilà. Et c'est une tragédie dont on se remet mal. Alors, moi, ça a été effectivement ma première expérience en tant que PDG de drame, où les passagers d'un avion aux couleurs d'Air Tahiti, un Dornier 228 aux couleurs d'Air Tahiti, parce que là c'était pas Air Moréa, c'était aux couleurs d'Air Tahiti, donc décédés. Et à partir de là, mais c'est pas grave ça. Bon, moi pendant 10 ans après, j'ai été poursuivi en justice, non mais c'est pas un problème. C'est normal, on est poursuivi, on est le PDG, on est poursuivi et tout. En revanche, à partir de là, c'est ce qui m'a amené à avoir l'expérience de rencontrer les familles de ceux qui avaient perdu un être cher dans l'avion, ou qui encore plus fort, je dirais, comme Henri Touénoui, le maire de Fatouiva, qui était dans cet avion, dans ce Dornier, et qui lui a pu sortir, mais sa femme et son bébé ne sont pas sortis de l'avion. Ils sont morts dans l'avion. Et, tu vois, Henri, depuis, on a une relation très forte, parce que après, un mois après l'accident et tout, avec Maté Galnon, avec Manaté Vaivich et avec Édouard Fritsch, on est retourné aux Marquises pour faire les cérémonies en mémoire des victimes. On a fait les cérémonies à Atuona, parce qu'il y avait quelques familles de Atuona qui étaient endeuillées par les Kaimuko, les Vahaputona. Et puis on est allé à Fatouiva. Et tu sais comment sont les Polynésiens. Face à la mort. Ils sont pas comme les Occidentaux. Ils sont pas comme les Popas. Ils savent quelque part que si la mort est arrivée à ce moment-là, à telle personne et tout, c'est pas la faute de Pierre, Paul ou Jacques, forcément. C'était l'heure, c'était le moment. Il faut accepter. C'est ce destin-là. Et puis on a eu des messes à Atuona, à Fatouiva, dans cette petite île. C'était tellement émouvant. Et après, avec Henri, par exemple, on est toujours resté en contact. Encore là, encore récemment, quand on se voit et tout, on est devenus des frères, quoi. Vous êtes liés vraiment liés par des choses très très fortes. Très fortes. Voilà. Et donc, dans toutes ces expériences, c'est très dur. Ça interpelle beaucoup. C'est très dur aussi psychologiquement de vivre tout ça, toute cette pression et tout. Mais en même temps, en finale, pour moi, ça a été aussi des expériences de richesse humaine extraordinaires. Et en fait, j'en retiens le verre à moitié plein de cette profondeur, de cette richesse. Il y avait un autre passager qui était à bord de l'avion, du Dornier, et avec lequel je me suis retrouvé en 2010 dans la même chambre à Mamao,
parce que bon, lui, il était là en phase finale d'un cancer, et moi, j'étais là parce que j'avais fait ma péritonite. On m'a découvert mon cancer du côlon, et on était dans la même chambre. C'est voilà. le destin. Daniel Matikawa, destin incroyable. Et on a reparlé de l'accident. Voilà. Bien sûr. On a parlé de l'accident dans la chambre et tout. Et puis lui, il dit moi j'ai eu la chance d'en sortir vivant, mais là je vais peut-être mourir. Il est mort un mois après d'ailleurs de cancer, quoi. Voilà. Des souvenirs forts. C'est ça. fort. Et ce qui m'a aussi profondément, satisfait, je dirais, c'est que toutes ces choses très fortes que je vivais à l'occasion de ces drames, de ces accidents, je le vivais avec tous nos personnels. Toute la grande famille d'Air Tahiti, on était traumatisés. Tous les salariés d'Air Tahiti vivaient la compassion avec les familles. Voilà. C'est un peu récent pour que je parle de l'expérience après de l'accident du tunoteur d'Air Morea. Oui, on va peut-être. Mais j'ai vécu, alors que je n'avais rien à voir avec Air Morea, c'est moi aussi, en tant que PDG du groupe Air Tahiti, qui a été au front lors de l'accident du tunoteur d'Air Morea, qui était le premier à l'aérogare d'Air Morea à accueillir les épouses qui venaient aux nouvelles pour savoir qu'est-ce qui était arrivé à leur mari, dans la journée, accueillir les familles qui venaient au bâtiment d'Air Tahiti, à répondre aux journalistes qui nous tombaient dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? À être le soir à la Chapelle Ardente, à la base militaire pour aller... J'étais toujours président de... J'étais PDG d'Air Tahiti en 2000. Toujours, oui. Ben oui, c'est l'accident d'Air Morea, c'est 2007. Oui. C'est août 2007. Oui, j'étais PDG d'Air Tahiti. Et Air Morea était une filiale d'Air Tahiti. Oui. Voilà. Avec ses twins. Mais pour moi, de toute façon, tout ça, c'était la même grande famille. Donc, je ne pouvais pas me disparaître. Et donc, j'ai vécu. J'ai vécu là aussi des choses très, très fortes avec les familles. Parce que ce qui est incroyable aussi, c'est que j'étais PDG d'un groupe, une compagnie aérienne, groupe aérien, qui avait avec Air Morea donc des tunoteurs avec 20 passagers à bord, faisait la navette entre Tahiti et Morea, et que sur les 20 passagers de ce vol, j'en connaissais plus personnellement, plus de la moitié. C'est incroyable, statistiquement c'est impossible ça. Qu'un PDG de compagnie aérienne, ils connaissent plus de la moitié des passagers de l'avion qui a un accident. C'est impossible. Si on calculait la probabilité, c'est proche de zéro. Ben, ça m'est arrivé. Je connaissais quasiment les 3/4 des passagers qui étaient à bord. Notamment tous ceux qui étaient avec la mission autour de la ministre Maïna Sage, qui a perdu dans cet accident
la moitié de son cabinet, ses chefs de service, les missionnaires européens qui étaient là pour parler d'environnement. Bon, voilà. Et je connaissais les épouses. Je connais toujours d'ailleurs les épouses. Des personnes, des hommes qui sont décédés dans cet accident. Et là aussi, ça a été des épreuves psychologiques et humaines très très dures, mais en même temps avec le temps très belles, parce que des personnes justement qui avaient perdu des êtres chers dans cet appareil, dans un premier temps, étaient très agressifs avec moi, me considérant comme responsable et tout. Et puis au fil du temps, comme j'ai jamais refusé de discuter avec elle, d'échanger, un jour, elle me dit, écoute Christian, tu es l'un des rares qui a accepté de nous parler, de ne pas fuir, d'affronter la situation et tout. Et maintenant, écoute, merci et donc on comprend que t'as rien fait toi personnellement en termes de responsabilité qui soit la cause de l'accident. Et donc on a maintenant des relations avec apaisées. Plus qu'apaisées. C'est au-delà de l'apaisement. C'est comme avec Henri Touyaïnoui. Oui. C'est des relations d'humanité. Oui. Voilà. Face à ce drame de la perte d'être cher, qu'on estime injuste, qu'on estime qu'il n'aurait pas dû arriver à ce moment-là, qu'ils auraient dû pour continuer à vivre, voir que les enfants puissent voir grandir avec leur papa ou avec leur maman et tout. C'est ces moments-là qu'on échange. Et donc voilà, ça a aussi contribué à construire le Christian Vernonnon que je suis aujourd'hui. Oui. On ne sort pas indemne de ce genre d'expérience. On ne sort pas indemne, on sort... grandi peut-être. Mais on sort enrichi. On sort enrichi et on en ressort Mûri. Avec un sentiment de responsabilité, de ne pas se taire et de continuer à se battre pour que sur ces sujets-là, effectivement, on cherche systématiquement, jusqu'au bout, à ne pas créer des conditions accidentogènes, parce que c'est la première des choses qu'un responsable de compagnie aérienne, à quelque niveau qu'il soit, doit aux passagers, c'est les transporter en toute sécurité, qu'ils arrivent à bon port. J'ai une petite question, un détail à te poser. Le double pilote, ça a toujours existé ? Alors, sur les vols d'Air Tahiti, sur les ATR, sur les Twin aux Marquises, les Dornier et tout, on a toujours mis 2 pilotes. Un commandant, un copie. En revanche, la seule ligne où, dans le groupe Air Tahiti, on s'était permis de pas mettre de pilote, c'est Tahiti-Moorea. Puisqu'entre Tahiti et Moorea, les Britten Norman et les Twin Otter, comme il n'y avait que 7 minutes de vol, on peut comprendre. On considérait que, et même l'aviation civile, les autorités de l'aviation civile, Guy Young, qui était le patron de l'aviation civile, État, parce que ici, en Polynésie, l'entité administrative qui est responsable du contrôle de la sécurité aérienne, c'est pas le service de l'aviation civile du territoire, c'est pas le ministre, c'est pas le gouvernement local, c'est l'État qui est responsable. Donc en fait, en définitive, c'est le représentant de l'État en Polynésie, c'est le haut-commissaire, et son service technique et son directeur, qui est responsable de la délivrance et de la surveillance des autorisations de transport aérien, c'est le directeur général de l'aviation civile État, qui pendant 40 ans a été Guy Young. Voilà. Donc Guy Young a pris sa retraite, maintenant ce sont des personnes qui viennent de métropole, parce que malheureusement, au sein de l'aviation civile locale, alors que l'océanisation des cadres avait commencé dès les années 70, avec la nomination du seul polytechnicien polynésien, Guy Young, à la tête de ce service très important, depuis
Il n'y a pas eu de relève locale. Depuis son départ, à la tête de ce service, ce sont des expatriés. Ce sont des expatriés. Il y avait des cadres polynésiens au sein de ce service qui auraient pu prendre la succession de Guillaume, qui en avaient les compétences, mais bon, c'est ce que j'expliquais, je crois, lors d'une précédente séance, c'est que j'ai constaté que de ces 15-20 dernières années, en termes d'océanisation des cadres... On a plutôt reculé. On a reculé, et on recule de plus en plus. Alors que on a de plus en plus de jeunes formés qui ont les diplômes, qui ont les compétences et tout, eh ben on les met pas. On met des expatriés. Voilà. Et ces expatriés, ils arrivent avec leur schéma de compréhension, leur certitude, et ils comprennent pas la Polynésie. Pas forcément. Ils comprennent pas les Polynésiens. Moi, je dis pas force. Je dis voilà. Alors, il y a des exceptions, comme toujours. Heureusement. Il y a des papas qui viennent et qui s'imprègnent et qui comprennent parce qu'ils écoutent. Ils commencent par écouter, comme tu le fais, Michel. Et ils respectent. Et puis, on a une grosse majorité qui arrive avec leur certitude, avec la certitude que les Polynésiens sont des sauvages et des analphabètes, et que eux, ils savent, et que eux, ils vont venir expliquer aux Polynésiens comment il faut gérer, comment il faut faire ceci, comment il faut faire cela. Voilà. Et c'est pas pour autant que il n'y a pas des accidents qui arrivent mortels, en fonction de ces autres certitudes. Voilà. Christian Vernaudon, malade, traumatisé, tu es amené à prendre une décision, elle aussi bien douloureuse. Oui, en 2013, en juillet 2013, j'ai effectivement demandé au conseil d'administration d'Air Tahiti d'accepter ma démission de mes fonctions, la mort dans l'âme, pour deux raisons en fait. Pourquoi j'ai démissionné? Et je sais que les milliers de salariés d'Air Tahiti qui m'ont fait une fête mémorable pour mon départ. Où tu as chanté. Oui, bien sûr, j'ai chanté. Mais eux, ils ont tous chanté. Ils ont tous fait des spectacles pour moi. Et je sais qu'ils m'en ont voulu. De les lâcher, de partir. Mais je devais partir. Tu avais tes raisons. J'avais des raisons médicales. Je venais d'avoir... j'avais eu en 2005 une maladie, je crois que j'en ai déjà parlé l'autre jour, je sais pas, une maladie auto-immune, la myasthénie, qui en fait m'avait paralysé pendant 1 mois, par excès, le fait de stress et de problèmes, justement de tension nerveuse et tout, essentiellement causé en fait par mes historiques d'accidents. C'est ça qui m'a détruit. On le comprend. Psychologiquement, qui a créé chez moi des peurs, une peur panique de mon Vini, c'est-à-dire qui sonne à des heures anormales et tout, et qu'on m'annonce, ça y est, on a encore perdu un avion. Une psychose. C'est une psychose, voilà. Et puis donc entre 2008 et 2010, j'étais également PDG d'Air Tahiti Nui, donc je cumulais PDG d'Air Tahiti, PDG d'Air Tahiti Nui, quand on est PDG d'Air Tahiti et PDG d'Air Tahiti Nui, ça veut dire qu'on est PDG de plusieurs avions qui volent 365 jours par an,
24 heures sur 24. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seconde où on peut se dire mon téléphone ne peut pas sonner là maintenant parce que je suis en vacances ou parce que et donc je suis tranquille. Jamais tranquille. Ça pouvait arriver n'importe quand. Et en plus de ça, pendant que j'étais PDG d'Air Tahiti Nui, j'ai fait une péritonite en décembre 2009. On m'a découvert à l'occasion de cette péritonite que j'avais un cancer du côlon. Et donc en janvier, j'ai été opéré du cancer du côlon. On m'a enlevé un tiers du côlon. Merci aux équipes fabuleuses de Mamao, aux soignants, aux docteurs, fabuleux. Mais voilà, et donc j'entame 2010 à ATN avec je sors de ce cancer du côlon et amoindri physiquement, et psychologiquement très fatigué, avec des bagarres terribles au niveau avec le pays. Avec le pays, parce qu'il faut se rappeler que 2008-2010, c'est la très grande crise économique. La très grande, tout se casse la figure. Et donc, tous les résultats d'Air Tahiti Nui, d'Air Tahiti, tout s'effondre. Parce qu'on perd notamment les touristes américains avec la crise de 2008. Donc, on perd ceux qui nous amènent nos bénéfices. Et puis le pays qui fait la guerre à Air Tahiti, parce que est pas content, Air Tahiti est trop indépendante et qu'ils veulent prendre le pouvoir à Air Tahiti. Et on résiste, on dit non, laissez-nous tranquilles, gérer au mieux et tout. Bon. Et ces batailles-là, en janvier 2013, arrive ce fameux incident majeur du feu moteur sur un ATR au décollage. Feu qu'on ne peut pas éteindre, et l'ATR se pose avec le moteur en feu. Et dans l'avion, il y a Albert Guillou Chevalier, avec sa femme, et son enfant. Et après, j'ai une conversation juste après, dans les jours qui suivent, avec Albert. Même le soir même, je crois, au téléphone et tout. Et là, j'ai une peur rétrospective, mais qui t'envahit. Qui m'envahit. J'ai dit, oh là là, je suis passé tout près de vivre mon 3e accident, et cette fois avec un ATR 72, avec donc parce que les Marquis c'est 10 morts, Air Morea c'est 20 morts, là ça aurait été 70 morts. Et c'est là que j'ai le déclic, j'ai dit je peux plus, plus rester, je vais partir. Et donc je prépare ma famille, ma femme, mon papa. Attends, j'ai dit je dois partir. Et eux ils me disaient non Christian, il faut que tu restes, tu t'accroches. Puis j'essaye de préparer aussi toutes mes équipes d'Air Tahiti. Je dis j'ai besoin de partir. Et tous ils me disent ne nous abandonne pas, tu vas nous abandonner. Je dis, oui, je ne vous abandonne pas, mais comprenez que je peux plus. Je peux plus assumer cette responsabilité de dirigeant de compagnie aérienne, qui, avec ce risque d'avoir à vivre une 3e fois un accident mortel. Voilà. Alors, un certain nombre ont compris, d'autres, je sais, encore aujourd'hui, n'ont pas encore compris. Pourquoi je suis parti, pourquoi j'ai démissionné en juillet 2013. Ça n'a pas dû être une décision facile. Non, j'ai mis 6 mois à la prendre, 6 mois à la discuter. Et mon papa et mon épouse, parce que tu me demandais si... Oui, en famille, comment en fait, qu'est-ce qu'elle avait été l'impact sur ma vie familiale de toutes ces responsabilités, de ces 27 ans de PDG d'Air Tahiti. Des activités diverses que tu menais de front. Et en même temps, PDG de la FHP pour développer les hôtels. Oui, en même temps, un directeur général d'Air Tahiti Nui.
PDG d'Air Tahiti Nui, le Pacte de Progrès, Te Aotearoa, oui, c'est vrai. T'étais un peu partout chaque fois qu'il y avait des décisions. Mon épouse et peut-être mes enfants qui me l'ont jamais dit comme ça et tout, ont effectivement été admirables, hein, de m'accompagner, de compréhension et tout, et de me soutenir corps et âme en toutes circonstances, malgré le fait que je consacrais autant de temps, hein, à toutes ces activités, et bien évidemment en contrepartie pas assez à ma famille. À la famille. À ma famille, bien sûr. Bien sûr. Et c'est pour ça que quand je démissionne en juillet 2013, je ne fais plus rien. Je n'ai plus aucun mandat, je n'ai plus aucune activité. Et pendant 1 an et demi, je ne me suis occupé que de ma famille. J'ai été installer mes fils dans leurs études à Collonges, à l'université adventiste, en Suisse. On a beaucoup voyagé avec Rachel, découvrir le monde, on a profité d'être ensemble. Et puis avec mes fils aussi, on a passé beaucoup de temps. Resserrer les liens familiaux. C'était pas les resserrer, parce que ces liens ont toujours été très très forts pendant toute la période où j'étais en activité professionnelle, mais ils ont été de nature différente. Et notamment en temps de présence, physiquement et tout, je pouvais me consacrer davantage, quasiment uniquement à ma famille. Deuxième semestre 2013, toute l'année 2014, c'est ce que j'ai fait. Je me suis occupé que de ma famille. Et j'ai disparu complètement de la circulation au niveau du territoire. Tu étais engagé dans des quantités de... Oui, là j'ai disparu. On n'a plus entendu parler de moi. Jusqu'en 2014, où je suis réapparu publiquement. Qu'est-ce qui t'a fait réapparaître publiquement ? Eh bien, l'envie de recommencer à servir mon pays, à faire avancer les gros dossiers sur lesquels j'avais travaillé précédemment, la PSG. Donc j'ai relancé la PSG 2, j'ai refait des propositions, d'où mon livre rouge là que j'ai distribué à tout le monde, où on explique c'est quoi la PSG, comment elle a été construite, comment il faudrait qu'elle évolue et tout. Voilà, et que j'ai proposé à Édouard Fritsch et à ses ministres et divers et tout. Bon, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si je le saurai un jour, ils n'ont jamais voulu. Édouard Fritsch en a jamais voulu, contrairement à Gaston Floss, à Oscar Temaru, à Alexandre Léontieff, à Gaston Tongson, qui m'ont tous demandé de les aider à préparer des chartes, des pactes, la protection sociale et tout. Président Fritsch, dès qu'il est devenu président, il a jamais accepté un dialogue, d'écouter ce que j'avais à proposer et tout. Jamais. Depuis qu'il est nommé président, je ne l'ai jamais rencontré, ne serait-ce que 5 minutes pour partager avec lui mes propositions. Jamais. Alors bon. Pourtant, tu n'es pas marqué politiquement. Tu as travaillé pour le président Gaston Floss, tu as travaillé pour Oscar Temaru. J'ai travaillé pour Floss, 84. Après, j'ai travaillé pour Alexandre. On en a parlé l'autre jour. Oui. De 87 à 91. Après, j'ai travaillé à nouveau pour Floss, parce qu'avec Floss, on a fait le Pacte de Progrès, la PSG, avec Gaston Floss. Après, j'ai travaillé pour Oscar Temaru, qui m'a demandé de lui expliquer, de faire Te Aotearoa, la grande réforme Te Aotearoa.
Après, en 2008, quand Gaston Tong-Song est devenu président, et même avant, il est devenu déjà en 2006, il est devenu président, Gaston Tong-Song. Il m'a pris avec lui aussi pour aller à Paris, rencontrer les ministres. On est allé ensemble, par exemple, voir le ministre du budget et de l'économie, Monsieur Woerth, pour lui expliquer le pacte de progrès et puis ce qu'il faudrait maintenant pour l'avenir de la décennie à venir pour la Polynésie, les relations entre la France et la Polynésie. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'évoquais tout à l'heure la défense de la CSPE, que les Polynésiens puissent bénéficier de prix de l'électricité au même prix que ça fait 13 milliards par an, ça. De transfert entre la France et la Polynésie. On avait commencé dès les années 2006 avec Gaston Tong-Song à défendre ce dossier à Paris auprès du gouvernement parisien, avec Nicolas Sarkozy, avec Monsieur Woerth, qui était son ministre. Voilà, donc j'ai travaillé très bien avec tous ces autres présidents, jamais avec Édouard. Voilà. Il faut pas me demander pourquoi. J'ai jamais compris pourquoi. C'est à lui qu'il faudra poser la question. Pourquoi il n'a jamais voulu? Moi, je ne sais pas. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas compris. Et encore aujourd'hui, je suis prêt à travailler. Moi, je ne travaille pas pour Édouard. Je n'ai pas travaillé pour Floss, pour Oscar. Tu travailles pour le pays. Pour le pays. Voilà. Tu mets tes compétences, ton expérience au service du pays. Voilà. Mais tu as choisi aussi une voie particulière. Tu es à la commune de Punaouia, tu as un rôle. Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la commune? Alors en fait, moi, comme mon papa, on n'avait jamais dans notre esprit l'idée de faire de la politique pour devenir homme politique, pour être élu. Parce que moi, comme mon papa, on a toujours considéré qu'on pouvait être beaucoup plus utile à notre pays en étant dirigeant opérationnel, avec les pouvoirs de prendre des décisions des grandes institutions de ce pays. Donc papa, ça a été la Socredo, et la Socredo est l'une des institutions clés depuis les années 60 pour le développement de ce pays. Le développement économique, mais également le développement social, la possibilité pour tout un chacun d'aller faire son prêt pour construire sa maison et être propriétaire de sa maison. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir très jeune, comme papa. Papa, il a été nommé très jeune, directeur de la Socredo. Moi, j'ai eu la chance à 25 ans de devenir le grand patron de la compagnie aérienne, qui est aussi une des institutions clés de la construction de la vie économique et sociale de ce pays. Comme Jeffrey Salmon, en fait, a été l'âme et celui qui a construit et développé l'institution de l'Office des Postes, de l'OPT, qui est, avec la Socredo et Air Tahiti, le troisième pilier institutionnel, capital, de construction de l'autonomie de ce pays. La vraie autonomie, pas celle qui est juste sur le papier, dans le statut. La vraie, c'est-à-dire notre développement économique, notre développement social, et ce développement actionné et coordonné par des Polynésiens, par des équipes polynésiennes. C'est ça la vraie définition de l'autonomie, qu'on avait gagné. Et donc, revenant à Punaouia, en 2014, le grand sujet... donc, on est en 2014, donc on est après mes 18 mois où j'ai disparu de la circulation, où j'ai été me reposer, reprendre du souffle, me reconstruire une santé physique et mentale, ce qui a été fait en 18 mois. Grâce à ce soutien familial. Oui, et puis il y a un moment donné où quand on a toutes ces alertes médicales, là, il faut entendre le message. Il faut lever le pied. Parce que si on lève pas le pied... Oui, tu cours à la catastrophe. On court à la catastrophe. Quand on dit on court à la catastrophe, on court à la mort. Parce que c'est ça, en fait. C'est la mort, après, qui arrive. Voilà. Puisqu'on ne veut plus s'accrocher à la vie, on est tellement épuisé physiquement, et puis toutes les maladies. Moi, je suis
intimement convaincu que toutes les maladies ont une dimension psychosomatique, qu'il y a un lien entre la déstabilisation du métabolisme physique et l'état psychique dans lequel on est. Je suis archi convaincu qu'il y a un lien. Voilà. Et donc, si on veut se soigner physiquement, il faut d'abord et avant tout se soigner psychologiquement. Psychiquement. Voilà. Et il faut faire les deux en même temps. Mais il faut commencer par le psychique. Parce que si on se soigne que par des médicaments, des trucs physiquement, et qu'on fait rien sur le plan psychique, on s'en va. On lâche prise. On se laisse mourir. Voilà. Je suis convaincu que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en 2014, il y a les élections municipales à Punaouia, et il y a l'armada du Tahoeira avec Gaston Floss qui bataille pour gagner la quasi-totalité des communes de Polynésie, et notamment la commune de Punaouia, qui est comme un petit village gaulois, de la même manière que Paea avec Jacques Graff, et qui sont des communes où, historiquement, c'est le Tavana implanté localement, familialement, qui est réélu. Donc avant Roni Toumahey, ça avait été le cas de Jacques Vie, et avant Jacques Vie de Robert Péa, qui était, malgré tous les défauts que les observateurs extérieurs leur trouvaient, y compris de ne pas pouvoir parler, qui a quand même, Jacques Vie, il a quand même battu Alexandre Léontieff, oui. Au municipal de Punaouia, Oui. Alexandre Léontieff, président, Oui. il a été battu, il n'a pas réussi à mettre Jacques Vie dehors, parce que ce qui compte au municipal, c'est pas l'étiquette des partis politiques, ou même les grands chefs des partis politiques, ou le président du pays et tout, c'est la proximité avec la population de la commune. Et son ancrage. L'ancrage avec la... Et puis aussi, un discours, le Polynésien, il est fondamentalement raisonnable, réaliste, et il sait très bien reconnaître les discours politiques qui sont en fait de la poudre aux yeux. Quand on leur promet des méga projets, des méga développements, des machins, au fond de lui-même, il écoute, oui, c'est bien, une piste internationale aux Marquises, oui, c'est bien. Mais enfin bon, une ferme aquacole à eau avec des montants hallucinants de nombre de poissons qu'on met dans le lagon, et des investissements en centaines de milliards. Et ici, à Punaouia, le projet pharaonique, délirant, que le candidat au municipal ici, Jean-Paul Touaïva, tête de liste de la liste Tahoeira, soutenu par tout le gouvernement, par Gaston Floss, par Édouard Fritsch, par le vice-président Nui Hauloré, par tous les moyens du gouvernement et tout. Ils font leur campagne en disant votez pour Jean-Paul Touaïva et sa liste, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire le Mahana Beach. 200 milliards d'investissements à Otomaoro, avec des hôtels, des tours, des hôtels 6 étoiles, des théâtres. Voilà. Et puis ça va créer des milliers d'emplois, et puis des tours, 20 étages à Otomaoro. Et puis c'était ça leur discours pour convaincre les électeurs qu'il fallait voter pour eux. Il fallait voter pour eux, les Tahoeira, et pas pour le petit maire Roni Toumahey, qui n'avait que des projets à l'échelle humaine locale à proposer à sa population. Notamment ce qui a toujours été le dada, le souci numéro 1 de Roni Toumahey et d'une bonne partie de son équipe, en tant qu'ancien directeur d'école, c'était mes écoles. Donner les moyens pour que les enfants dans les écoles, parce que c'est une des compétences majeures qui revient en fait aux communes,
c'est la construction des écoles, l'entretien des écoles et l'équipement des écoles. Et de la cantine. Et ça, c'était le sujet de Rosny. Et son bilan, la partie la plus parfaite de son bilan de maire, c'était d'avoir systématiquement fait en sorte que les écoles de Punaouia soient de belles écoles avec des bâtiments bien entretenus, avec chaque fois qu'on le pouvait mettre la climatisation pour les enfants, avec des budgets très importants pour permettre d'avoir tout le matériel pédagogique, pour que les enfants puissent apprendre, quelle que soit leur origine ou la situation sociale de leurs parents et tout, puissent apprendre dans les meilleures conditions possibles. Et pour que les enseignants, les enseignantes, les instituteurs aient les moyens aussi de travailler dans des meilleures conditions possibles. Et moi, j'ai été frappé lors des campagnes électorales en 2014 et en 2020. Tous les enseignants de toutes les écoles de Punaouia et tout sont tous venus témoigner dans nos meetings et tout combien Tavana Rosny Toumahey et aujourd'hui Tavana Simplicio Lissan étaient, puisqu'ils sont tous les deux en fait des directeurs d'écoles et des enseignants imprégnés de cette mission capitale aussi pour l'avenir de notre pays et pour l'avenir de notre jeunesse et tout, de proposer une école où les enfants sont bien, où les enfants peuvent s'épanouir, où ils peuvent manger de bonne qualité. Très important aussi, la cantine scolaire et qu'est-ce qu'on donne à manger aux enfants. Et puis les programmes extrascolaires. Et donc tout ce qu'on peut mettre en place pour que les enfants, non seulement ils suivent le cursus scolaire classique, des matières classiques, mais aussi qu'ils puissent après, pour le sport, pratiquer les sports, la pirogue, pour apprendre à être musicien, c'est tout ça, pour que les enfants s'épanouissent. Parce que ça, c'est très certainement c'est essentiel. La clé pour construire aussi une population autonome. La vraie autonomie finale, c'est celle qui doit arriver dans la tête de chaque Polynésien, qui doit à titre personnel se sentir en capacité d'être autonome. Et pour être en capacité d'être autonome, il y a une seule clé, l'éducation. L'éducation que leur transmettent leurs parents et leurs grands-parents, et l'éducation que leur transmettent les enseignants à l'école. Christian Verdondon, nous allons mettre un terme à nos rencontres, non par manque de sujet, tu as fait tellement de choses, mais je veux te laisser le temps de classer tes souvenirs pour mieux nous les offrir plus tard. Merci Christian, et merci à Tuiva Lambert, le précieux réalisateur de mes émissions.